Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Tasha, dont le titre est le suivant. Ma sœur a emménagé chez moi lorsqu'elle a perdu son emploi et rompu avec son petit ami. 5 mois plus tard, je l'ai surprise au lit avec mon mari. Maintenant qu'elle est enceinte, mes parents me demandent d'être généreux, de leur laisser la maison et de soutenir financièrement votre futur neveu. Ils n'ont pas aimé ma réponse. Eh bien, allons-y. Je m'appelle Tasha et j'ai 30 ans. J'ai toujours été la personne responsable dans ma famille. Alors que d'autres enfants rêvaient d'être astronautes ou stars de cinéma, j'avais les yeux rivés sur quelque chose de plus concret, ma propre maison. J'ai travaillé comme un fou à l'université, j'ai étudié l'informatique et j'ai décroché un emploi dans une start-up informatique en vogue juste après l'obtention de mon diplôme. Le salaire était fantastique, à 26 ans, j'avais économisé suffisamment pour acheter la maison de mes rêves. Une modeste mais belle maison à 2 étages avec un petit jardin où je pouvais boire mon café du matin. Il y a 3 ans, j'ai épousé Mike. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence technologique où il travaillait comme consultant en marketing. Il a emménagé dans ma maison après notre mariage. Mes parents ont insisté pour qu'un contrat de mariage soit conclu avant le mariage. J'ai accepté, même si Mike a semblé un peu offensé au début. Ma situation familiale était compliquée. J'aidais mes parents financièrement, en payant leurs factures lorsqu'ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts, ce qui arrivait plus souvent que je ne voulais l'admettre. Et puis il y avait ma sœur cadette, Jen. Elle a 27 ans, 3 ans de moins que moi, et elle est tout le contraire d'une personne responsable. Elle vivait dans un appartement loué avec son petit ami, Derek, que je voyais rarement. Leur relation était en dents de scie, ils se disputaient de façon spectaculaire. Puis elle se réfugiait chez nos parents, puis ils se réconciliaient, et le cycle se répétait. Cela ne me dérangeait pas d'aider ma famille. J'y gagnais bien ma vie et je pensais que les familles devaient se soutenir mutuellement. Mais parfois, je me demandais s'ils me considéraient plus comme un filet de sécurité que comme une fille ou une sœur. Mike et moi avions pour tradition de dîner avec mes parents 2 fois par mois. Dimanche dernier, nous sommes arrivés chez eux et avons trouvé Jen, seule et les yeux rouges. « Où est Derek ?» ai-je demandé en raccrochant ma veste. Jen a fondu en larmes. Nous avons rompu, il m'a mise à la porte. Entre 2 sanglots, Jen m'explique qu'elle a perdu son emploi à la boutique où elle travaille. Derek a dit qu'il ne me soutiendrait pas avec son argent. Il m'a donné 2 jours pour faire mes valises et partir. Mon père s'est raclé la gorge. Tasha, il faut qu'on te parle. Je connaissais ce ton. C'était le ton on a besoin d'une faveur. Jen traverse une période très difficile, dit ma mère en serrant la main de ma sœur. Elle a besoin d'aide pour trouver un emploi, et elle a besoin d'un endroit où rester. Elle dort sur notre canapé, ajoute mon père. Mais tu sais que notre appartement est petit. J'ai regardé Jen, dont le maquillage était étalé sur ses joues. J'ai ressenti de la sympathie, mais aussi de l'effroi. J'aimais ma maison précisément parce que c'était mon espace, le mien et celui de Mike. Nous espérions, a poursuivi ma mère, que vous pourriez la laisser rester avec vous pendant un petit moment. Jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. J'ai jeté un coup d'œil à Mike, qui m'a répondu par un petit haussement d'épaule qui semblait dire que c'était à vous de décider. Peut-être, ajouta mon père avec espoir, que tu pourrais l'aider à trouver un emploi. Tu connais tellement de gens dans ton entreprise. J'ai pris une grande inspiration, je n'avais pas envie de le faire. Vraiment pas. Mais j'ai regardé Jen, qui semblait sincèrement brisée, et j'ai pensé à ce que je voudrais si j'étais à sa place. D'accord, ai-je dit avec un gros soupir, tu peux rester avec nous pendant un certain temps, Jen. Et je parlerai à mon patron des ouvertures possibles. Jen s'est levée d'un bond et m'a serré fort dans ses bras. Merci, je te promets de ne pas te déranger. Mike a acquiescé, ça va aller, a-t-il dit en me serrant la main sous la table. Je n'en étais pas si sûre, mais j'ai quand même souri. Que pouvais-je faire d'autre? La famille aide la famille, n'est-ce pas? Jen a emménagé avec nous quelques jours plus tard. J'ai vidé la chambre d'amis et fixé quelques règles de base. Elle devait nous aider à faire le ménage, chercher activement un emploi et respecter notre vie privée. Elle a accepté tout cela avec enthousiasme. Fidèle à ma parole, j'ai parlé à mon patron, Daniel, de la situation de ma sœur. Elle a de l'expérience dans le service à la clientèle de la boutique, ai-je dit, en essayant de la rendre aussi employable que possible. Daniel a réfléchi un instant, nous avons en fait besoin d'un chef de bureau. Le poste s'est libéré la semaine dernière.
Tu crois qu'elle serait intéressée? J'aurais pu le serrer dans mes bras, ce serait parfait, merci beaucoup. Ce soir-là, au dîner, j'ai parlé à Jen de cette opportunité. C'est vrai? Ses yeux se sont illuminés. Tu penses que je peux faire ça? Je sais que tu peux le faire, ai-je dit, me sentant optimiste pour la première fois depuis qu'elle avait emménagé. Tu commenceras lundi et nous pourrons aller au travail ensemble. C'est ainsi que notre nouveau mode de vie a commencé. Je me réveillais tôt, me préparais pour le travail et Jen me rejoignait dans ma voiture pour le trajet. Parfois, je rentrais seule à la maison parce que sa journée de travail se terminait plus tôt que la mienne. Ces jours-là, j'arrivais pour trouver le dîner préparé par Jen et Mike. Cela semblait mieux fonctionner que je ne l'avais imaginé. Jen était utile à la maison et dévouée au travail. Le week-end, elle sortait avec ses amis, ce qui nous laissait, Mike et moi, un peu de temps seuls. J'ai remarqué que Mike et Jen s'étaient liés d'amitié. Ils regardaient des films ensemble dans le salon pendant que je travaillais dans mon bureau, rattrapant mon retard sur mes projets. Parfois, je les entendais rire devant une émission comique. Cela ne me dérangeait pas, je leur faisais entièrement confiance à toutes les deux et j'étais heureux qu'elles s'entendent bien. Environ 3 mois après l'emménagement de Jen, j'ai reçu un appel de Daniel qui a tout changé. J'étais assis à mon bureau en train de réviser un code lorsque mon téléphone a sonné. Il m'a expliqué que la société se développait et ouvrait une succursale dans le Colorado. En raison de mon expertise de nos systèmes, il voulait que je supervise l'installation. Cela impliquait un voyage d'affaires d'environ 3 semaines. J'étais flattée et excitée. C'était l'occasion rêvée de faire mes preuves, voire d'obtenir une promotion. J'ai accepté immédiatement, même si une petite partie de moi s'inquiétait de laisser Mike et Jen seuls pendant si longtemps. Ce soir-là, au dîner, j'ai annoncé la nouvelle. C'est incroyable. Tash, s'exclame Jen en se servant des pâtes, ton premier grand voyage d'affaires. Mike acquiesce mais semble distrait. 3 semaines, c'est long, dit-il. Je sais, dis-je en lui tendant la main de l'autre côté de la table. Mais c'est important pour ma carrière. Jen est intervenue, ne t'inquiète de rien. Je m'occupe de la maison et de Mike pendant ton absence. J'ai ri à sa plaisanterie. Je suis sûre que vous survivrez tous les deux sans moi. Les 2 semaines qui suivirent passèrent très vite. Tandis que je me préparais pour le voyage. J'ai dressé des listes d'instructions ménagères, j'ai rempli le congélateur de repas et j'ai méticuleusement préparé ma valise. Avant même de m'en rendre compte, j'embrassais Mike à l'aéroport. Au cours de ces 3 semaines, j'ai travaillé des journées de 16 heures pour installer le nouveau bureau, embaucher du personnel et dépanner les systèmes. Bien qu'épuisé, j'ai pris soin d'appeler Mike par vidéo tous les 2 soirs. Jen apparaissait souvent en arrière-plan, attendant et envoyant ses salutations. Il semblait bien s'entendre, même si je remarquais que Mike semblait parfois distant lors de nos appels, prétextant que le travail était stressant. Finalement, j'ai terminé mon travail et j'ai pris l'avion pour rentrer chez moi, impatiente de voir mon mari. Lorsque je suis arrivée, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Mike m'a accueillie en me serrant dans ses bras. Mais ce n'étaient pas les retrouvailles passionnées auxquelles je m'attendais après 3 semaines de séparation. Et elle m'a dit qu'il était simplement fatigué par un projet difficile au travail, alors je n'ai pas insisté. La vie a repris son cours normal. Jen et moi avons fait du covoiturage pour nous rendre au travail, Mike et moi avons dormi dans le même lit et nous avons dîné ensemble la plupart du temps. Pourtant, il y avait une tension dans l'air que je n'arrivais pas à identifier. Puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Jen avait changé sa garde-robe à la maison. A eu lieu des sweats et des t-shirts amples qu'elle avait l'habitude de porter, elle se prélassait maintenant dans des shorts minuscules et des hauts révélateurs. Un soir, alors qu'elle traversait la table du dîner en portant un débardeur décolleté, j'ai décidé de dire quelque chose. Jen, pourrais-tu t'habiller un peu plus convenablement à la maison? Son visage s'est immédiatement décomposé. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Juste que nous vivons tous ici, et que les vêtements très révélateurs ne sont peut-être pas le meilleur choix pour les dîners de famille. Elle repousse sa chaise et se lève. Désolée d'avoir heurté ta sensibilité délicate, a-t-elle grogné avant de partir en trombe vers sa chambre. J'ai regardé Mike, m'attendant à ce qu'il me soutienne, mais au lieu de cela, il a froncé les sourcils. Tu ne trouves pas que tu as été un peu dur, demanda-t-il. Il fait chaud dans la maison et elle essaie juste d'être à l'aise. Je l'ai regardé fixement, surprise par sa défense de ma sœur. On est au milieu du mois d'octobre, il ne fait pas si chaud que ça.
Il a haussé les épaules et s'est remis à manger. Ce moment est resté gravé dans ma mémoire, la façon dont il s'était rangé du côté de Jen pour une chose aussi insignifiante. Les jours suivants, je les ai observés attentivement. Les yeux de Mike s'étaient-ils attardés sur Jen un peu trop longtemps? Est-ce que Jen lui souriait plus que nécessaire? Je n'arrivais pas à savoir si je voyais des signes réels ou si je projetais simplement mes insécurités. Lorsque je les observais directement, ils interagissaient à peine, ce qui me donnait l'impression que mes soupçons n'étaient pas fondés. J'ai repoussé ces pensées, me concentrant plutôt sur mon travail. La branche du Colorado se portait bien, mais il y avait encore beaucoup de problèmes qui nécessitaient mon attention à distance. 2 mois après mon retour, Daniel m'a convoqué dans son bureau. À son expression, j'ai tout de suite compris qu'un autre voyage s'annonçait. La succursale du Colorado rencontre des problèmes techniques qui requièrent votre expertise, m'a-t-il expliqué. Je suis désolé de vous le redemander si tôt, mais vous êtes le seul à comprendre parfaitement les systèmes. J'ai acquiescé, préparant déjà mentalement ma liste de voyage. Combien de temps vais-je partir cette fois-ci? Au moins 2 semaines, peut-être plus, en fonction de la complexité des problèmes. Ce soir-là, au dîner, j'ai annoncé la nouvelle à Mike et Jen. Est-ce mon imagination ou ont-ils échangé un rapide regard avant d'exprimer leur déception? C'est vraiment dommage, a dit Mike en me tendant la main. Tu vas nous manquer. Jen acquiesce, oui, mais tu vas tout résoudre très vite et tu seras de retour avant qu'on s'en aperçoive. Quelque chose dans leur réaction semblait avoir été répété, mais j'ai souri et je les ai remerciés d'être compréhensifs. Que pouvais-je faire d'autre? Il s'agissait de mon travail, de ma carrière, et je devais me concentrer là-dessus. Et la semaine suivante, j'ai pris l'avion pour le Colorado, en essayant d'ignorer la sensation de malaise que j'avais dans l'estomac. Les problèmes de la succursale se sont avérés moins compliqués que prévu. En concentrant mes efforts, j'ai réussi à identifier et à résoudre les problèmes en seulement 10 jours, bien plus vite que prévu. J'ai décidé de surprendre Mike en rentrant plus tôt à la maison. Je n'ai parlé à personne de mon changement de programme, ni à Mike, ni à Jen, ni même à mes parents. J'ai simplement réservé un vol plus tôt, impatiente de voir la tête de Mike quand je franchirai la porte. Mon avion a atterri tard dans la soirée. J'ai pris mes bagages, un taxi et je suis rentrée chez moi, en imaginant la surprise des retrouvailles avec mon mari. Lorsque j'ai déverrouillé la porte d'entrée et que je suis entrée, j'ai tout de suite remarqué quelque chose d'étrange. La maison était faiblement éclairée, avec ce qui ressemblait à la lumière d'une bougie vacillant dans le salon. J'ai posé ma valise sans faire de bruit et je me suis approchée de la lumière. Ce que j'ai vu m'a figé sur place. Notre table à manger était dressée pour 2 personnes, avec des verres à vin, des bougies et des fleurs. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé que Mike avait peut-être découvert mon retour prématuré et m'avait préparé une surprise romantique. Puis j'ai entendu des bruits provenant de l'étage, de notre chambre à coucher. Mon cœur s'est mis à battre. La chamade Jen, qui aurait dû être embarrassée, honteuse ou au moins silencieuse, a eu l'audace de parler. Je ne vais nulle part, dit-elle en serrant le drap contre sa poitrine, tu ne peux pas nous mettre dehors comme ça. Quelque chose s'est brisé en moi. J'ai traversé le couloir en trombe jusqu'à la chambre de Jen et j'ai ouvert la porte de son placard. J'ai saisi des brassées de ses vêtements et les ai jetés dans le couloir. Regarde-moi, ai-je grogné en continuant à vider ses tiroirs. Jen a couru après moi, enveloppée dans le drap, en criant et en essayant de m'arrêter. Je me suis retournée pour lui faire face. Tu as exactement 1 heure pour prendre tes affaires et partir? Ou j'appelle la police pour signaler la présence d'intrus dans ma maison. Mon visage a dû montrer la profondeur de ma fureur, car elle a reculé d'un pas. Et crois-moi, tu n'as pas envie de me tester maintenant. Mike s'est approché, maintenant en caleçon. Tasha, parlons-en rationnellement. Rationnel, dis-je en riant, le son étant dur même à mes propres oreilles. Tu veux du rationnel après que je t'ai surprise au lit avec ma sœur? Prends tes affaires et sors avant que je ne fasse quelque chose que je ne regretterai pas. Ils ont dû voir quelque chose dans mes yeux qui les a effrayés parce qu'ils ont commencé à faire leurs valises immédiatement. Je suis restée dans le couloir, les bras croisés, à les regarder mettre des vêtements dans des valises et des sacs. Aucun des deux n'a osé m'adresser à nouveau la parole. À eu bout de 45 minutes, ils avaient tout chargé dans la voiture de Mike et étaient partis. Je m'enfonçais dans le canapé du salon, regardant le dîner romantique qu'ils avaient préparé, les bougies répandant de la cire sur la nappe. Je me suis enfin autorisée à pleurer,
de grands sanglots qui semblaient venir des profondeurs de mon âme. Une heure plus tard, mon téléphone s'est mis à sonner. Le nom de maman s'est affiché sur l'écran. Je l'ai ignoré. Il a sonné à nouveau. Et encore. Après le 7e appel, j'ai répondu, ma voix était en pleurs. Quoi? J'ai craqué. Comment as-tu pu? La voix de maman était pleine de colère. Comment as-tu pu jeter ta sœur enceinte à la rue? Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Enceinte? Ma sœur était enceinte de l'enfant de mon mari? La pièce s'est remise à tourner. J'ai mis à la porte 2 personnes qui m'ont trahi de la pire façon qui soit, ai-je dit en m'efforçant de garder une voix stable. Qu'est-ce que tu attendais de moi? Leur offrir ma chambre? Tu réagis de manière excessive, dit maman avec dédain. Ce sont des choses qui arrivent. Il faut que tu te calmes et que tu réfléchisses de manière rationnelle. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais, ma propre mère les défendait. Venez chez nous demain soir, a-t-elle poursuivi. Il faut qu'on en parle comme des adultes. J'ai raccroché sans répondre, j'ai éteint mon téléphone et je me suis réfugié dans la chambre d'amis. Je ne supportais pas de dormir dans mon propre lit, pas après ce que j'y avais vu. Le lendemain matin, je me suis fait porter pâle au travail et je suis allé directement au cabinet d'un avocat. J'ai expliqué ma situation, ma voix étant mécanique lorsque j'ai raconté la trahison. J'ai un contrat de mariage, ai-je dit à l'avocate, une femme à l'air sévère nommée Regina. Nous l'avons signé avant le mariage. Il stipule qu'aucun de nous ne peut réclamer les biens de l'autre en cas de divorce. Regina a examiné le document et a acquiescé. C'est un accord solide. Votre mari ne pourra pas revendiquer votre maison ou vos comptes personnels. La maison est particulièrement protégée puisque vous l'avez achetée avant votre mariage. Ce soir-là, les papiers du divorce en main, je me suis rendu chez mes parents. Ils m'attendaient tous, papa et maman assis sur le canapé, Jen et Mike sur le siège d'amour en face. Jen avait une main protectrice sur son ventre, bien qu'il n'y ait pas encore de bosse visible. Cette vue me rendait malade. Sans un mot, je me suis approché de Mike et lui ai tendu les papiers du divorce. Il les a pris, ses yeux se sont écarquillés lorsqu'il a compris de quoi il s'agissait. C'est mieux comme ça, a dit maman en voyant les documents. Maintenant, Mike peut épouser Jen, et ils pourront former une famille digne de ce nom. Je l'ai regardé fixement, abasourdi par la facilité avec laquelle elle avait accepté, et même célébré, la destruction de mon mariage. Jen a souri, vraiment souri. Comme si tout se passait à merveille. Maman n'a pas terminé, nous devons discuter des conditions de vie. La maison est à vous, légalement, mais vous comprenez sûrement que Jen et Mike ont besoin d'un endroit où vivre avec l'arrivée du bébé. J'ai cligné des yeux, certaine d'avoir mal entendu, excusez-moi. Nous espérons que vous serez généreux, a ajouté mon père. Ils ont besoin d'un endroit pour vivre et élever votre neveu ou votre nièce. Nous avons pensé que vous pourriez leur donner votre maison. Maman acquiesce avec enthousiasme, et peut-être les aider financièrement aussi. Jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied avec le bébé. J'ai regardé la pièce, avec l'impression d'être entré dans une réalité alternative. Mes parents me demandaient sérieusement de donner ma maison à mon mari infidèle et à ma sœur. Et de les soutenir financièrement? Vous avez tous perdu la tête? J'ai finalement réussi à dire, vous voulez que je les récompense pour leur infidélité? Vous voulez que je les récompense pour m'avoir trahi? Jen s'est penchée en avant, si vous ne nous aidez pas, nous vous poursuivrons en justice pour obtenir la moitié de tout. Mike a droit à la moitié en tant que mari. J'ai ri, un son froid, sans humour. J'ai sorti le contrat de mariage de mon sac à main et je l'ai brandi devant eux. Vous devriez le lire avant de proférer des menaces. Selon ce contrat, celui que vous m'avez tous encouragé à faire signer à Mike, vous vous souvenez? Tous les biens me reviennent. Le visage de Mike s'est vidé de ses couleurs et mes parents ont échangé des regards inquiets. Tasha, sois raisonnable, supplie papa. Pense à la famille, pense au bébé. Et la famille, répétait Jo en haussant le ton, c'est comme ça que tu appelles ça? Une trahison suivie d'une extorsion? Non, je divorce de Mike, j'écarte Jen de ma vie et je ne vous soutiens plus financièrement. Tu as choisi ton camp. Et tu n'as pas choisi le mien. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai immédiatement appelé un serrurier. À minuit, toutes les serrures de ma maison avaient été changées.
J'ai envoyé un courriel à mon patron pour lui expliquer que j'avais besoin de quelques jours de congé pour régler des problèmes familiaux urgents. J'ai ensuite bloqué les numéros de téléphone de mes parents, de Jen et de Mike. Malgré mes efforts pour les exclure, les appels ont continué. Ils utilisaient des numéros différents, laissaient des messages vocaux et envoyaient des courriels de plus en plus désespérés. Ma mère a alterné entre la supplication et l'exigence que je revienne sur ma décision. Mon père a essayé de me raisonner sur les obligations familiales. Jen a envoyé des messages culpabilisants à propos du bébé. Je les ai tous effacés. Pendant 2 semaines, j'ai à peine quitté la maison, sauf pour rencontrer mon avocat. Je suivais le mouvement, me sentant vide à l'intérieur. La procédure de divorce a commencé, comme prévu. Mike s'y est d'abord opposé. Son avocat m'a vaguement menacé de me traîner en justice pour obtenir la moitié de tout, mais Regina m'a assuré que l'accord prénuptial était inébranlable. Finalement, l'avocat de Mike a dû lui expliquer la réalité de la situation, car il a accepté la médiation au lieu d'une bataille judiciaire. La première séance de médiation a été aussi inconfortable que je l'avais imaginé. Mike est arrivé avec Jen, qui avait maintenant un petit ventre visible. Elle s'est accrochée au bras de Mike avec possessivité, me jetant des regards de clocharde. Et la médiatrice, une femme à la voix douce mais ferme, nous a guidés dans le partage des biens. Comme Regina l'avait prédit, l'accord prénuptial a été respecté. J'ai gardé ma maison, ma voiture et mes comptes bancaires personnels. Mike a gardé ses économies, beaucoup moins importantes. Et sa voiture. C'était une rupture nette sur le plan financier, même si les blessures émotionnelles étaient encore vives. Alors que nous rassemblions nos affaires pour partir après la dernière séance de médiation, Jen s'est approchée de moi pendant que Mike parlait avec son avocat. « Tu crois que tu as gagné, n'est-ce pas ?» Elle a sifflé, suffisamment bas pour que je sois la seule à l'entendre. Mais regardez qui va rentrer seul dans une maison vide. J'ai Mike et bientôt un bébé, qui est vraiment le perdant ici. J'ai regardé ma sœur, cette étrangère qui portait le visage de ma sœur, et j'ai ressenti une vague de pitié inattendue. « Tu as un homme infidèle qui a à peine de quoi payer le loyer. » J'ai répondu calmement, bonne chance avec ça. Son visage s'est déformé sous l'effet de la colère, mais je me suis éloignée avant qu'elle ne puisse répondre. C'est la dernière fois que je lui ai parlé directement. Et la vie a pris un nouveau rythme. Je me suis lancée dans le travail, trouvant du réconfort dans les défis familiers du codage et de l'architecture des systèmes. Mes collègues m'ont soutenu sans être intrusifs, respectant ma vie privée tout en m'offrant des gestes subtils de solidarité. Jen a quitté mon entreprise, incapable de supporter les regards désapprobateurs. Daniel m'a confié des projets intéressants qui m'ont permis de m'occuper l'esprit et de ne pas m'attarder sur la trahison. 3 mois après la fin du divorce, je travaillais tard à la maison quand on a sonné à la porte. Je me suis approchée prudemment et j'ai regardé par le Judas. Ma mère se tenait sous le porche, plus âgée que dans mes souvenirs. Contre mon gré, j'ai ouvert la porte. Elle n'attendit pas d'être invitée et me dépassa dans l'entrée. Il faut qu'on parle, Tasha, ta sœur va accoucher dans quelques semaines. J'ai croisé les bras, cela n'a rien à voir avec moi. Bien sûr que si, c'est de ton neveu qu'il s'agit. Elle a commencé à faire les 100 pas dans mon salon. Jen et Mike ont des difficultés financières. L'appartement qu'ils peuvent s'offrir est minuscule et se trouve dans un mauvais quartier. Il n'est pas du tout adapté à un bébé. Je savais où elle voulait en venir, mais je l'ai laissé continuer. J'ai réfléchi, dit-elle en s'asseyant sans y être invitée sur mon canapé. Si tu ne veux pas leur donner la maison, tu pourrais au moins la vendre et donner la moitié de l'argent à ta sœur. Ce serait la meilleure chose à faire. Juste, répétai-je, le mot me restant en travers de la gorge. Était-ce juste quand mon mari et ma sœur m'ont trahi ? Était-ce juste quand vous avez pris leur parti ? Ma mère a eu l'audace de paraître offensée. Tu es égoïste, pense au bébé. Sors, lui ai-je dit calmement, sors de chez moi et ne reviens pas. Elle a essayé d'argumenter davantage, mais j'ai ouvert la porte d'entrée et je suis restée à côté, immobile. Finalement, elle est partie en marmonnant sur ma cruauté et mon égoïsme. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Non pas à cause de la culpabilité, j'avais dépassé ce stade depuis longtemps, mais parce que je réalisais que je ne serais jamais vraiment libre tant que je resterais là où ma famille pourrait me trouver. Le lendemain, j'ai posé une question à Daniel. Cette succursale au Colorado, commençai-je, l'offre de la diriger est-elle toujours valable ? Daniel a eu l'air surpris mais satisfait. En fait, oui. Le directeur que nous avons engagé n'a pas fonctionné. Êtes-vous intéressé ? J'ai acquiescé.
J'ai besoin d'un nouveau départ. En l'espace d'un mois, j'ai discrètement mis ma maison en vente, en donnant des instructions strictes à mon agent immobilier pour qu'elle ne soit pas publiée. Je n'ai parlé de mes projets à aucun membre de ma famille. Lorsque la maison a été vendue, pour un prix supérieur à celui que j'avais payé, j'ai fait mes valises et je suis parti dans le Colorado sans laisser d'adresse. Dans ma nouvelle ville, j'ai acheté une maison plus petite mais plus récente dans un quartier rempli de jeunes professionnels. J'ai pris mes marques en tant que directeur d'agence, appréciant les défis et les responsabilités. L'équipe me respectait et je trouvais de la satisfaction à construire quelque chose de nouveau à partir de 0. 6 mois se sont écoulés paisiblement. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai rejoint un groupe de randonneurs et j'ai même recommencé à sortir avec des amis, prudemment. Un soir, j'ai consulté ma messagerie personnelle, que j'utilisais rarement, et j'y ai trouvé un message de ma mère. « Nous sommes venus te voir et te montrer ton neveu, » disait-elle. « Des étrangers vivent maintenant dans ta maison. Comment as-tu pu être aussi cruel que de partir sans nous le dire? Où êtes-vous? Nous avons le droit de savoir. » J'ai regardé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai appuyé sur « Supprimer » sans répondre. Ils n'avaient plus aucun droit sur ma vie. Je l'avais reconstruite sans eux, et j'avais l'intention de continuer ainsi. Le week-end dernier, j'ai eu un 3e rendez-vous avec Ben, un ingénieur en informatique que j'ai rencontré dans le cadre de mon travail. Il est gentil, intelligent et me fait rire, ce dont je n'avais pas réalisé à quel point cela m'avait manqué. Lorsqu'il m'a posé des questions sur ma famille, j'ai simplement répondu que nous n'étions pas proches. Il n'a pas insisté sur les détails, ce que j'ai apprécié. Assise sur ma nouvelle terrasse, je regarde le coucher de soleil du Colorado peindre les montagnes en violet doré et je ressens quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la paix. Et la trahison fera toujours partie de mon histoire, une cicatrice qui me fait parfois souffrir lorsque le temps change. Mais elle ne me définit plus. Mon téléphone bourdonne d'un message de Ben, qui me demande si j'aimerais aller faire une randonnée demain. Je souris et réponds par l'affirmative. Je ne sais pas où cette relation va me mener, mais je suis ouverte à la possibilité d'être à nouveau heureuse. C'est peut-être là la plus grande des victoires.